Bonjour docteur. Bon, finalement, c'est vous. Vous avez eu quelques difficultés à vous connecter. Ah oui, parce que je me connecte par mon téléphone, parce que le pare-feu de la clinique ne permet pas qu'on fait des choses Bien comme sûr. ça. Il n'y a pas de problème. Écoutez, monsieur, donc voilà, merci beaucoup à vous. Docteur, vous êtes oncologue médical à l'Institut du cancer Cour-Nancy de Reims, à l'ICC de Reims. Il se trouve que l'actualité en matière d'oncologie, bien que, comme je le disais tout à l'heure, la crise de la Covid nous a pas, impliqué un certain nombre de difficultés et particulièrement, un marasme et une difficulté d'accès, une perte de chance pour les patients. Mais pour autant, quand on commence à s'intéresser un peu à l'actualité de l'oncologie, on s'aperçoit qu'elle est souvent enthousiasmante en fait. C'est assez magique parce que, par exemple, je vous donne au hasard des résultats prometteurs d'une nouvelle combinaison de 2 molécules face à certaines tumeurs cérébrales chez l'enfant il y a quelques jours, des thérapies géniques prometteuses elles aussi, et tout un tas de quand même d'avancées dans la recherche et dans l'amélioration de la prise en charge des patients atteints de cancer qui sont particulièrement réjouissantes. Et du coup, évidemment, on espère que vous allez pouvoir nous en dire davantage. Et je crois qu'effectivement, c'était votre idée aussi pour nous faire un petit peu le point, parce que c'est une des actualités aussi qui change énormément. Je veux dire, pour le coup, j'entendais, je ne sais plus avec qui on en discutait, qui me disait que un des intervenants de ce matin qui me disait que 50% de l'information et des données en matière d'onco changeaient tous les 2 à 3 ans. Ouais. Je vous laisse la parole du coup, Monsieur Mina. Merci beaucoup. Ok. Alors, je n'ai pas simplement une seule question. Est-ce que je dois remettre aussi le PowerPoint chez moi? Non, bon. rien. Voilà, c'est nickel. Moi, je ne fais rien. Vous ne faites rien, vous nous dites juste quand vous le voyez en haut. Vous le voyez en haut. Vous voyez, vous avez une petite image de votre PowerPoint. Oui. Voilà. C'est ma première expérience. Vous pouvez nous dire du coup à quel moment vous souhaitez avancer. Merci pour l'invitation. Et vous avez fait ma première slide qu'on est en train de parler de quoi de neuf, docteur Combax Bani. C'est ma première expérience d'être orateur à distance comme ça. Alors, on peut commencer. Et les nouveautés, franchement, on dit que l'oncologie, c'est très enthousiasmant. La durée de vie des informations sont tous les 2 à 3 ans. Ça veut dire ce que j'ai appris il y a 3 ans, c'est plus ou moins obsolète maintenant. Et c'est pour ça qu'on doit toujours être à la hauteur des attentes de nos patients et nos équipes. Mais si on va faire aujourd'hui, vous m'avez posé les questions, c'est quoi les images dans la neige? C'est parce que moi, j'ai intitulé mon diapo, mon oncologue est décédé. C'est ça la nouveauté de 2020, si l'oncologue vient de disparaître. Ah, d'accord. Alors, est-ce que vous pouvez avancer la présentation, s'il vous plaît, parce que du coup, là, on parle de... Voilà. Alors, le slide obligatoire, je n'ai pas de conflit d'intérêt. J'ai un conflit d'intérêt envers mes patients, mais pas envers des labos. Alors, le slide suivant. Alors, j'étais en formation en 2009 avec un de mes meilleurs amis. Ça, c'est l'Institut Gustave Roussy. C'était avant le Covid, hein, c'est sans masque. Ça, c'est en 2009. Déjà, il y avait de la neige avant le réchauffement climatique. Alors, ça, c'est une chose qu'on voit de moins en moins de neige et de plus en plus de masques. Alors, le slide suivant, j'étais très content d'avoir de la neige. Alors, j'ai glissé, j'ai fait du ballet artistique, j'ai tombé sur ma tête et j'ai décédé. C'est ça l'histoire. Donc là, il y a cette slide suivante. Voilà. Slide suivante. Alors, il a essayé de me réanimer, mon collègue. Bon, le suivant, et malheureusement, paix à mon âme, hard luck, je ne suis pas là. Alors, suivant, bien sûr, il a fait ses prières. Pardon, suivant. Alors, l'agenda maintenant, si on dit qu'est-ce qui se passe si l'oncologue n'est pas là. Alors, toute l'idée de voir les nouveaux familles de traitements anticancéreux et pour chaque famille, le mécanisme d'action, les résultats, les effets secondaires les plus fréquents et les signes du danger. Parce que vous verrez de plus en plus, ce ne sont pas des choses qui passent à l'hôpital. Alors, suivant. Alors, qu'est-ce qui est nouveau dans
j'ai écrit 2020, mais dans les 2-3 dernières années, en fait, c'est la démocratisation de l'immunothérapie, c'est pas l'arrivée, mais la démocratisation de l'immunothérapie, les arrivées et l'installation des anti-PARP dans le sein et l'ovaire et les arrivées des anti-CDK4/6 dans le cancer du sein. Ça, ce sont les trois grandes nouveautés, les trois grandes nouveautés dans l'oncologie adulte, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont bien sûr, chez chez nos confrères les hématologues, il y a beaucoup de choses dans l'oncopédiatrie. Ce que je vais essayer de faire ici, c'est les médicaments qui sont déjà sur le marché et qui causent des problèmes parce que l'idée d'un patient qui prend de la chimiothérapie, qui est chez lui, le risque seulement, c'est de perdre ses cheveux, de vomir et d'être en immunodépression. Ça a vraiment changé. C'est pas notre vie quotidienne maintenant. La prise en charge passe de plus en plus d'une prise en charge qui était intramuraux dans la clinique à une prise en charge qui est vraiment en lien entre les équipes soignantes en ville et dans la clinique. Suivant. Alors, si on commence avec les antiparp, c'est des molécules qui ont changé la vie de beaucoup de femmes dans le cancer de l'ovaire. Il y a une utilisation crescendo dans les cancers ovariens et maintenant mammaires. Elle aura des rôles dans toutes les mutations, les tumeurs porteuses de mutations BRCA. Il y a des études dans la prostate, dans le pancréas, mais jusqu'à maintenant, ce n'est pas officiel ici en France au moins. Les médicaments les plus utilisés sont l'olaparib, qui est le Lynparza dans les cancers de l'ovaire et prochainement dans le cancer du sein. Il y a aussi le talazoparib qui est dans le sein, c'est le Talzena, le niraparib, le Zejula dans les ovaires et le rucaparib, le Brocada dans l'ovaire. Si on peut passer la slide suivante. Alors, comment ça fonctionne? Alors, on va imaginer que la tumeur, c'est une cellule humaine avec de l'ADN, certes défectueux, mais qui reste humain. Ça fonctionne sur le même principe. Nos ADN sont programmés pour être régénérés. Alors, quand ça régénère, s'il y a une seule copie, un seul brin qui est défectueux, l'autre va utiliser le PARP pour le réparer. Mais s'il y a une cassure double brin, c'est là où il y a quelque chose qui s'appelle le combinaison homologue qui va intervenir. Le RH ici sur le diapo. Et ça, normalement, dans la cellule humaine, on a un BRCA qui vient de la mère, un BRCA qui vient du père. Alors, dans chaque cellule humaine, il y a deux copies. Dans la cellule tumorale, il y a une seule qui vient d'un des deux parents. Et toute l'idée que si on dit qu'il y a une cellule tumorale qui sera défectueuse en double cassure, ce qui va passer, si on arrête le BRCA, la cellule n'arrivera jamais à être réparée, elle va mourir. Et c'est pour ça qu'on a toujours cette notion d'utilisation des antiparp après le cisplatine. On trouve toujours des platines sensibles, et les patientes platines sensibles et les patients qui ont répondu aux platines dans les lignes ultérieures sont sensibles aux antiparp. Parce que les platines, ils font des cassures double brin, c'est le même mécanisme, et les antiparp fait un entretien que la patiente ne réchute pas, avec le coût des effets secondaires très très minimes par rapport à la chimiothérapie, qui fait qu'une patiente, il y a 2 ans de maintenant, on lui faisait 6 cures de chimiothérapie, on lui dit, madame, vous partez chez vous tranquille et puis on va surveiller la maladie. Dans un moment donné, il y a des cellules qui vont se réparer, ils vont se reproduire pour faire des rechutes. Maintenant, on donne les médicaments anti-PARP, ça empêche la réactivation de la tumeur, qui fait imaginer un peu ce qui se passe dans le cancer de l'ovaire maintenant avec l'arrivée des antiparp. S'il y a un patient qui avait de l'insuline dans un moment donné et je n'avais pas d'entretien, je lui fais de l'insuline à la maison, à l'hôpital, et puis je le laisse avec son diabète à la maison. S'il n'y a pas un entretien, son diabète va faire le yo-yo et il va rechuter. On n'avait pas quelque chose tranquille. Maintenant, avec les antiparp, on fait ça, les patientes peuvent
restez tranquille. Si on peut continuer, suivante. Les antiparps, excusez-moi, je pose une question, évidemment. Oui, alors oui, j'ai oublié de dire ça. C'est mieux peut-être que vous posez les questions à fur et à mesure. Alors justement, dans les antiparps, on est d'accord qu'on est sur, c'est pas en IV pour le coup. On est sur. C'est pour ça, c'est dans le truc suivant. D'accord. Excusez-moi. Alors, soit. Slide suivant. Oui. Alors, je présente simplement les. Merci. Pardon. Ça y est. Dans la vraie vie, ce sont des progrès majeurs dans le traitement de cancer de l'ovaire sur les platines sensibles. Durée moyenne du traitement, presque 2 ans. Ils sont décomprimés à prendre à la maison, les 3 molécules. Les effets secondaires les plus connus sont l'anémie profonde pour l'alaparib, le Lynparza, et le thrombopénie pour les talazoparib, le niraparib pour les 3 autres. Un petit mot pour l'olaparib qui peut faire des problèmes pour les équipes en ville, que l'olaparib au début, le Lynparza, était en forme de gélule. 8 gélules le matin, 8 gélules le soir, et puis ils ont changé la forme pour être 2 comprimés le matin, 2 comprimés le soir. En fait, la forme des gélules sera arrêtée de production prochainement, qui fait que ne faut pas mélanger en donnant, par exemple, s'il y a une patiente qui est chez elle ou qui dépend sur son pharmacien ou son infirmière libérale pour son médicament, il faut qu'on sache que maintenant, les 4 comprimés sont équivalents aux 16 gélules, en fait. Ce n'est pas qu'elle ne prend pas 16 comprimés, en plus. Et surtout qu'elle ne soit pas, de rassurer la patiente qu'en fin du compte, c'est la même efficacité. Comme vous venez de le dire, ce sont des médicaments, tous des médicaments oraux. L'olaparib reste surtout un peu problématique pour la prise de repas. Il faut que ça soit 1 heure avant, soit que ce soit vraiment à distance de repas, sinon on jette des médicaments à 5 000 € à la poubelle, ça serait un peu dommage. Suivante. Alors, avec tous ces avantages, est-ce que ça donne de l'efficacité pour les patientes? Parce que nous, les médecins, on est toujours obsédés par l'efficacité. Alors, moi, j'ai montré ici le niraparib, ce n'est pas parce qu'ils sont mes cousins, non, mais simplement parce que ce sont les médicaments qui sont plus prescrits. Alors, le niraparib, vous voyez qu'entre le courbe bleue de niraparib et le courbe vert du placebo, on a une différence de 80%. Ça veut dire qu'il y a 8 patients, presque en quadruple l'efficacité ou la survie sans progression de la patiente. La patiente a presque 4 fois de chance d'être en rémission prolongée avec ces médicaments par rapport à rien. Et ce médicament, on l'a depuis 2 ans seulement en utilisation sur le marché. Ce sont des médicaments qui vont venir de plus en plus. L'efficacité est énorme. Pour l'olaparib, il y a l'anémie qui sort dans le tableau à droite, la première partie, et dans le deuxième tableau. Oui, c'est un peu difficile, mais je pense que non, mais c'était juste. Ouais. Bon, mais pour l'olaparib, c'est l'anémie, et pour le niraparib, c'est la thrombopénie, et maintenant, il y a des recommandations de voir l'hypertension. Alors, pour aussi les équipes en ville, pour l'hypertension, les patients qui sont en hypertension non contrôlée, tout ça, peut-être les conseiller de le surveiller un tout petit peu. Ça, c'est pour les antiparps. Alors, ça, c'était la première famille majeure qui est venue dans les 2-3 dernières années. Si vous avez des questions concernant ça, je vous écoute. Pour le moment, on n'en a pas. De toute façon, je pense qu'il faut qu'on avance un petit peu, si vous voulez bien. OK. Alors, pour les anti-CDK4/6, alors c'est le cancer du sein. On a 3 molécules, l'Ibrance, le Kisqali et le Verzenio. Suivante. Alors, comment ça fonctionne? Slide suivante. Oui. Comment ça fonctionne? Au début, on bloquait les récepteurs hormonaux, le RE, pour activer le cycline qui donne le feu vert pour la cycle tumorale d'avancer. Mais maintenant, on bloque aussi le CDK4/6. C'est un peu comme bloquer l'autoroute et le national. C'est comme ça on fait un blocus total que la cellule tumorale n'avance pas. Ce sont des médicaments oraux. Avec le traitement hormonal, ça double, slide suivant, ça double soit en première ligne ou en deuxième ligne avec le létrozole ou avec le Faslodex
la survie sans progression, ça double les résultats littéralement. Et ce sont des médicaments oraux qu'on prend 3 semaines sur 4. Le problème avec le palbociclib, avec le Faslodex, quelquefois, si on a besoin de décaler les cures et les patients sont un peu perturbés, est-ce qu'on doit faire décaler le Faslodex aussi ou non? Et aussi, moi, je préfère qu'on s'organise toujours sur les gélules. Si la patiente pose la question, on décale l'injection pour que la patiente l'adapte à sa cure toujours. Alors, slide suivant. Bon, problème d'observance, forcément. Oui, problème d'observance parce que c'est 3 semaines sur 4 pour le Kisqali et l'Ibrance. Ils font de neutropénie. Il faut savoir qu'ils sont des neutropénies non fébriles. Il ne faut pas s'affoler. La patiente risque de montrer à son médecin traitant, son pharmacien, son infirmière libérale une prise du sang, aller sous Kisqali ou sur Ibrance avec de neutrophiles à 800 ou à 700. Il ne faut pas s'affoler. Autant que la patiente n'a pas de la fièvre ou que les globules blancs ne sont pas au-dessous, les polyneutrons ne sont pas au-dessous de 500, il ne faut pas s'affoler. Et le point que le point, il n'y a pas de rôle du tout pour les facteurs de croissance. Il ne faut pas conseiller les patientes d'avoir des facteurs de croissance neupogènes, granulocytes, tout ça, ils n'ont pas de rôle. Pour le Verzenio, c'est en continu, alors on a moins de problèmes d'observance. Par contre, il y a de la fatigue et beaucoup de diarrhée avec le Verzenio, c'est le seul signe du danger. Mais pour le Kisqali et l'Ibrance, c'est la fièvre, mais c'est rare, vraiment, c'est 0,5% des patientes. Il ne faut pas s'affoler de la neutropénie. Slide suivante, pour parler rapidement de l'immunothérapie. Alors, pour l'immunothérapie, c'est la seule chose qui est en IV. L'immunothérapie sera partout maintenant. Ça va de plus en plus. Maintenant, c'est associé à la plupart des chimiothérapies dans la... Ah zut, on vous entend plus. Dans le futur, probablement, on peut... oui. On a eu juste une toute petite coupure. Vous disiez que les immunothérapies associées... Oui, on vous entend, mais... Oui. L'immunothérapie, c'est associé à la chimiothérapie maintenant dans beaucoup des organes, surtout les poumons et le tête et cou. Mais le point que peut-être dans le futur, on aura des patients qui n'auront pas du tout de chimiothérapie comme avec les poumons maintenant. Suivante. Alors, ça fait apparence à une... désolé. Oui. Ah. Oui, Véronique, s'il vous plaît, je suis en réunion. Véronique, s'il vous plaît. Je suis désolée. Bon, Monsieur Mina, sinon c'est pas grave. On a vu que on est en train de prendre du retard. Je suis désolée, Monsieur Mina. Oui. Ouais, vous êtes là. Je vous laisse conclure si vous voulez bien. Oui, alors simplement pour l'immunothérapie, slide suivant, pour l'immunothérapie, il y a toute une nouvelle famille des effets secondaires qui dépasse la neutropénie, mais c'est surtout, slide suivant, que c'est multifactoriel et il faut voir que c'est la peau et le côlon qui prennent le signe du danger avec l'immunothérapie, c'est le côlon, la diarrhée. Une patiente ou un patient qui est sous immunothérapie, qui commence d'avoir de la diarrhée ou des troubles digestifs, il faut voir l'oncologue rapidement. Slide suivant. Et c'est un peu... bon, il y avait une slide avec le timing, un peu le timing, oui, c'est le timing pour la peau, c'est 3 semaines, pour le côlon, c'est 6 semaines après le traitement, et pour les troubles endocrinologues, c'est 9 semaines. C'est après comme Queer 9, 3, 6, 9, ici c'est 3 semaines, 6 semaines, 9 semaines. Et pour conclure, je vous dis, plus que jamais, le cancer devient une maladie chronique, exactement comme le diabète, comme l'hypertension, comme les maladies du cœur. Ce n'est pas seulement de la chimiothérapie qu'on doit arrêter, mais on a des médicaments qu'on donne à long terme. La plupart des médicaments maintenant sont des médicaments oraux destinés à être utilisés avec des équipes soignantes en ville. Une collaboration entre les équipes intramuraux et extramuraux est obligatoire, et je pense qu'on doit lancer avec votre association des protocoles régionaux. On ne peut pas faire quelque chose tout public, il faut faire quelque chose régional pour
des parcours patients qui sont traités en ville. Il y a le CHU de Reims pour les toxicités immunologiques, mais pour le reste des médicaments, on n'a pas. Et je pense qu'un protocole régional sera vraiment le bienvenu. Merci beaucoup, Monsieur Lina. Oui, c'est vrai que c'est évidemment assez technique et complexe. Ce qui en ressort pour nous là, c'est effectivement que on a des produits qui sont de plus en plus pertinents, qui sont de plus en plus efficaces, mais qui nécessitent aussi une surveillance et un accompagnement accru, et que cet accompagnement-là devra être effectué par les équipes en ville, par les professionnels de santé de ville, et c'est précisément l'objet de nos réflexions aussi de ce jour. Écoutez, merci beaucoup, docteur, d'avoir pris sur votre temps. Je crois que vous êtes très demandé, donc je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Merci pour l'invitation. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.